Bonjour. Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un débat. Un débat vraiment intense qui secoue la France. On entend de plus en plus d'artistes, de syndicats et même de personnalités politiques parler d'un véritable état d'urgence culturelle. Ce sont des mots très forts, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans le paysage culturel français? On va essayer de comprendre tout ça. Et pour bien saisir l'enjeu, il faut peut-être commencer par cette phrase, une phrase très puissante de Jack Rallit, qui était ministre de la Culture. Elle date de 1986, mais elle résonne d'une manière incroyable aujourd'hui pour celles et ceux qui tirent la sonnette d'alarme. En fait, elle pose la question fondamentale, la culture c'est quoi? C'est une source d'imaginaire pour tout un peuple, ou c'est juste un produit comme un autre, soumis aux lois du marché? Et attention, quand on parle d'état d'urgence culturelle, ce n'est pas juste une formule choc, c'est le terme officiel d'un appel qui a été lancé par une très large coalition. C'est un véritable cri d'alarme. Pour beaucoup de monde, on est en train de s'approcher d'une ligne rouge. Le cœur du problème, d'après les signataires de cet appel, c'est que la culture française se retrouverait prise en étau, complètement écrasée entre deux forces puissantes qui avancent en même temps. L'une est financière et l'autre, elle est idéologique. Voilà, cette double menace, on peut la résumer assez simplement. D'un côté, il y a la pression financière qui est en train d'asphyxier la création, et de l'autre, la pression idéologique qui, elle, viendrait carrément remettre en question la raison d'être de la culture. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, du côté financier, on parle de coupes budgétaires, parfois drastiques, d'une logique où tout doit être rentable, ce qui mène à une uniformisation. Vous avez cette fameuse logique du blockbuster. Et de l'autre côté, la pression idéologique, c'est-à-dire la montée d'une certaine vision politique qui, selon ses détracteurs, instrumentalise l'histoire et pousse à la censure. Ces deux menaces sont vues comme les deux faces d'une même pièce qui met en péril la diversité culturelle. Et pour que ce ne soit pas juste une idée en l'air, voilà un chiffre. Un chiffre bien concret. Un projet de loi de finances récent a proposé une baisse historique de 25% des crédits pour la culture au niveau national. 25%. C'est juste énorme. Inutile de dire que ce chiffre a provoqué une onde de choc terrible dans tout le secteur. Le point qui est vraiment crucial ici, c'est l'effet domino. L'État coupe dans les budgets, ce qui étrangle les collectivités locales, sauf que ce sont elles, les mairies, les régions, qui financent la majeure partie de la culture sur le terrain. En même temps, des géants financiers rachètent médias et maisons de production et ils imposent leur logique de marché. Le risque, d'après les critiques, il est simple. Qu'est-ce qui peut survivre dans un tel système? Eh bien, seulement la culture la plus rentable, la plus grand public. Et là, avec cette citation de Thiago Rodrigues, le directeur du Festival d'Avignon, rien que ça, on bascule vers la menace idéologique. Il exprime ici une peur qui est très largement partagée dans le milieu culturel. La crainte que certains projets politiques ne voient plus la culture comme un espace de liberté et de débat, mais comme un adversaire à maîtriser. Pour vraiment comprendre à quel point l'inquiétude est profonde, il faut savoir que, pour les signataires de l'appel, ces menaces d'aujourd'hui, elles ont une résonance historique, une résonance très très sombre. Ils y voient des échos vraiment troublants du passé. En regardant cette chronologie, on met les choses en perspective. 1933, on brûle des livres en Allemagne. 1986, Jack Rallit réagit à une logique de marché déjà grandissante et il lance un grand rassemblement pour défendre la culture. Et aujourd'hui, ce nouvel appel est présenté comme un autre moment clé dans ce long combat pour la liberté de création. Et attention, quand on parle des autodafés de 1933, il ne s'agit pas de quelques auteurs méconnus. On parle de géants de la pensée, de la littérature mondiale. Leurs œuvres, qui ont été jugées non allemandes et nuisibles, ont été jetées au feu. C'est ce souvenir-là qui alimente la peur de voir la culture redevenir un champ de bataille idéologique. Cette phrase terrible, du poète allemand Heinrich Heine, qui a été écrite bien avant les nazis, est souvent citée comme un avertissement glaçant. Elle résume à elle seule pourquoi la menace qui pèse sur la culture est prise avec autant de sérieux. C'est parce que l'histoire nous a montré qu'elle pouvait être le début de tragédies humaines bien plus grandes. Bon, face à cette double menace, quelle est la réponse proposée? Il ne s'agit pas juste de résister, non, il s'agit de réaffirmer une vision positive, une vision essentielle de la culture. L'idée, c'est de faire de la culture elle-même son propre rempart, sa meilleure défense. Et au cœur de cette vision, il y a un concept vraiment clé, l'exception culturelle française. C'est ce grand principe qui dit que la culture, ce n'est pas une marchandise comme les autres. On ne peut pas la soumettre uniquement aux lois du marché, parce que sa valeur est aussi sociale, démocratique, intellectuelle. C'est la base, le socle philosophique de toutes les politiques culturelles publiques en France. Cette phrase de Pierre Dharréville, qui est l'un des initiateurs de l'appel, résume parfaitement l'objectif. La culture, ce n'est pas un simple loisir.
Elle est vue comme un outil puissant d'émancipation à la fois personnelle et collective, un moyen de s'élever, de réfléchir, de penser librement. Oui, cette vision de la culture, elle va bien au-delà du simple divertissement. Elle sert à rencontrer l'autre, à développer son esprit critique, à imaginer le futur, à comprendre le passé. En fait, chaque point qu'on voit ici est une réponse directe aux menaces qu'on a vues avant. Face à l'uniformisation, la culture propose la diversité. Face à la censure, elle propose le questionnement. Et toute cette défense de la culture, ça ne reste pas juste des belles idées sur le papier. Non. Ça se traduit par un appel très concret à l'action, l'organisation de nouveaux états généraux de la culture en s'inspirant de ceux de 1986. Le plan est ambitieux. Il ne s'agit pas de faire un simple événement parisien entre professionnels. Non, l'objectif, c'est de créer un mouvement populaire, ancré localement, de stopper ce que certains appellent la dégringolade du soutien public, et surtout, de réfléchir de manière constructive à l'avenir. Quelle politique culturelle pour demain? Ce qui est vraiment frappant, c'est l'ampleur de cette coalition. On ne parle pas d'un petit groupe isolé, on parle de partis politiques de gauche, de grands syndicats nationaux, d'organisations d'artistes et de plus de 1000 personnalités du monde de la culture. Cette diversité, elle montre bien que l'inquiétude dépasse très largement les clivages habituels. Et pour finir, cette citation-là résume parfaitement l'enjeu fondamental de toute cette mobilisation. Pour ses partisans, c'est clair, sans une intervention forte de la puissance publique, c'est la loi du marché qui va s'imposer. Et la culture risque de perdre cette dimension de bien commun si essentielle à la démocratie. Finalement, tout se ramène à cette question. Un service public ou un bien de consommation? La réponse qui sera donnée déterminera non seulement l'avenir des artistes, mais peut-être bien aussi une partie de l'avenir de la société française. C'est une réflexion qui, au fond, nous concerne toutes et tous. Merci.